Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les Vendredis de la Recherche à l'Université de Nîmes. Aujourd'hui, on reçoit Louis Baldasseroni. Bonjour Louis. Bonjour. Donc Louis, tu es maître de conférence en histoire contemporaine. Mais tout à fait. Merci en tout cas d'être présent pour la première de nos Vendredis de la Recherche, puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire qu'on a mis en place. Donc chaque semaine, on se retrouvera pour parler de nos chercheurs, de nos thématiques de recherche ou de thématiques d'actualité éclairées par nos chercheurs. Donc aujourd'hui, un concept un peu particulier. Donc on va parler donc de Louis Baldasseroni, qui est donc chercheur à l'université de Nîmes, et on a essayé de créer quelques rubriques un petit peu originales pour évoquer les thématiques de recherche, la carrière de Louis. Donc déjà, pour que tout le monde soit bien à l'aise, je te remets un joker que tout le monde voit pour que tu te sentes libre de refuser de répondre à toute question à laquelle tu souhaiterais pas répondre, même si en principe... Il est Ouais, joli. non, Ça c'est roule. du travail professionnel. Je vois. Donc je vous propose de commencer avec la première rubrique qui est le qui es-tu, que fais-tu, donc pour expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à étudier puis enseigner l'histoire contemporaine et comment ça se fait que tu te retrouves à Nîmes pour ce premier poste. C'est une longue histoire, mais je vais essayer un peu de résumer. En fait, je me suis retrouvé d'abord à enseigner l'histoire contemporaine et à l'étudier ensuite. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais juste envie d'être enseignant. Voilà. Prof de collège-lycée, ça m'allait très bien. Donc, j'ai fait des études dans ce sens, en histoire, en géographie à Lyon. Voilà, obtenu les concours de l'enseignement. Et puis j'ai fait quelques années d'enseignement secondaire. Voilà, donc l'enseignement, en fait, c'est ma principale motivation, y compris aujourd'hui. Et puis, je suis tombé un petit peu par hasard à la fac aussi, dans le monde de la recherche. Et de fil en aiguille, ça m'a bien plu. Donc, j'en suis arrivé à faire une thèse qui portait sur les travaux de voirie à Lyon. Donc, tout à fait autre chose, mais pas complètement par rapport à ce que je fais aujourd'hui ici. Et puis ensuite, c'est la grande loterie des postes de maître de conférence à pourvoir dans toute la France. Voilà, chaque année, il y en a, les universités qui ont besoin d'enseignants-chercheurs en recrutent. Et puis, voilà, il y avait Nîmes en 2020. Et je suis très très heureux d'être dans cette belle université. Donc, depuis septembre 2020. Septembre 2020, Voilà, arrivé à Nîmes. Donc je suis effectivement, arrivé il n'y a pas si longtemps. avec une passion pour l'histoire qui arrive en premier de Ouais. l'enseignement, et finalement donc les thématiques qui se sont dessinées un peu plus tard. Oui, voilà, les Sur, thématiques de recherche. En fait, mon travail sur l'histoire de la voirie à Lyon, ça m'a permis de travailler plus globalement l'histoire des mobilités. Parce qu'en recherche, on a chacun un petit objet précis avec un terrain précis. Voilà, on a l'impression que le chercheur, c'est un peu voilà, le type avec des œillères qui regarde que son petit précaré dont il est le seul spécialiste mondial. Effectivement, sur la voirie à Lyon, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui a travaillé les mêmes archives que moi. Mais le fait de travailler sur ces petits objets très précis, ça conduit en fait à avoir une expertise beaucoup plus large. Et moi, ce que j'ai vendu à mes collègues et au jury qui m'a élu à ce poste, c'est une expertise assez large en histoire des mobilités, qui peut notamment servir et qui est en train de servir ici à Nîmes et dans le Gard sur l'histoire du patrimoine ferroviaire. D'accord, Voilà. donc c'est aujourd'hui ta thématique Ça, principale. c'est ce que je fais aujourd'hui en termes de d'activité, recherche. c'est sur le ferroviaire, Voilà. l'histoire Ouais. plus générale du ferroviaire. D'ailleurs, Ouais. on vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube de l'université l'épisode Tout à de fait. Le Roi de l'Histoire où tu avais participé pour parler justement de l'histoire ferroviaire française avec pas mal de déclinaisons qu'on avait pu voir. C'était assez détaillé, c'était Bien vraiment vu. très intéressant. Je Ouais. l'avais regardé. Ok. Merci pour ces éléments. Donc, une thèse, ta thèse, tu l'avais réalisée en quelle année? Enfin, de quelle Alors, année à quelle techniquement, année je à l'ai peu réalisé près? entre 2015 et 2019. D'accord, Bon, dans la pratique, c'est un projet que j'avais en tête depuis à peu près 2012-13. d'accord. Et, Et bon, tout ça à voilà. Lyon, hein, donc la thèse. Tout ça, alors la thèse était sur Lyon et elle a été réalisée à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. D'accord, Voilà, parce que pour réaliser une thèse, il faut un projet, beaucoup de volonté et un directeur de thèse. Et le directeur de thèse, je suis allé le chercher un petit peu plus haut que Lyon. Euh, ce qui était oui. très très bien. Oui, c'est ce qui se pratique. Et Hein, ce qui se c'est pratique pas- assez couramment. Ouais. D'accord.
Très bien, donc oui, ben, voilà, un parcours pas forcément 100% linéaire, mais très Ah axé non, histoire et recherche quand même tout le long. ouais, tout à fait. Puis je fais en fait au final un petit peu de tout parce que là, dans les cours, donc pour les cours d'histoire à l'université de Nîmes, en fait, je suis le seul enseignant titulaire en histoire contemporaine. Aujourd'hui, on est un enseignant par titulaire par période historique. Donc, bah, je fais des cours sur des périodes chronologiques et des thématiques très larges. Du 19e siècle, de la Première Guerre mondiale. Là, cette année, je fais un cours en troisième année un petit peu orienté histoire des mobilités, donc un peu proche de mon sujet de recherche. Voilà, on est tous un petit peu couteau suisse des cours. Et en termes de recherche, c'est pareil. Là, je suis donc là depuis 2020 avec des recherches qui commencent tout juste. Donc là, ben, voilà, je ne vais pas présenter des résultats aujourd'hui parce que j'en ai pas encore tout à fait. Mis à part un résultat essentiel qui est que les archives du secteur ferroviaire local, c'est compliqué. C'est un premier résultat. C'est un résultat. Et puis, il y aura un article qui va paraître là-dessus dans la revue Patrimoine du Sud, normalement au printemps, une revue en ligne. Mais voilà, là je suis un peu en phase d'exploration des archives, des gens qui peuvent m'aiguiller aussi sur les thématiques de recherche. Et il y a plein de pistes possibles en fait. Voilà. Très bien. Je sais pas si tu as... Oui, ben on va peut-être continuer. On salue d'ailleurs Vénus3430 dans le chat. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui regardent, à poser vos questions. On est entre nous. Hein. N'hésitez pas, je transmettrai les questions à Louis. Carrément, j'adore le challenge. D'accord, très bien. Donc soyez ambitieux dans vos questions. Ouais. Me demandez pas de résumer l'histoire du ferroviaire en 1 heure. Hein. Vous allez regarder le roi de l'histoire direct pour ça. Voilà. Sur vrai. des trucs un peu plus précis, c'est bon. Je réponds volontiers. Donc on va passer à notre deuxième rubrique qu'on a très simplement appelée « À quoi ça sert ce que tu fais ?» L'idée étant justement pour les personnes qui connaissent pas forcément trop le monde de la recherche, de l'enseignement supérieur, et qui se disent justement qu'ils ont peut-être une perception du chercheur qui est très influencée par le cinéma. Alors soit on voit des profils type Indiana Jones ou les chercheurs qu'on voit dans Jurassic Park, soit au contraire l'idée du rat de laboratoire qui voit jamais la lumière du jour. Et en fait, bon, on va peut-être essayer d'éclaircir un petit peu ça pour montrer ce qu'est pas la réalité de la recherche, mais ce qu'est une des réalités de la recherche, puisque c'est très diversifié en fonction des disciplines, des établissements, des pays. Mais bon, en tout cas, peut-être que Louis va pouvoir nous expliquer un petit peu quelle est sa perception de l'utilité de son activité dans la société, voilà, de manière assez simple pour que tout le monde puisse l'appréhender. Bah, en fait, en termes de personnage, je suis à peu près une certaine forme de juste milieu, ou alors je suis à la fois Indiana Jones et le rat de laboratoire. D'accord. Là, je me suis habillé en rat de laboratoire parce que chez les historiens, en général, on est assez traditionnel sur le costume. Et encore, j'ai pas le pantalon à velours côtelé et ma veste n'a pas de coudière. C'est vrai. Donc, je suis assez disruptif pour un historien. Je suis assez déçu. Du coup, par rapport à l'image que je m'en faisais, les pièces au coude. Voilà. Je ferai mieux la prochaine fois. Non, blague à part, en fait, je combine un peu ces deux facettes-là parce que mes objets de recherche sont doubles. Il y a à la fois, et c'est le but aussi, à la fois un but de valorisation du patrimoine ferroviaire local. C'est-à-dire que je travaille en étroite collaboration avec le musée du chemin de fer de Nîmes, voilà, qui est le musée du dépôt SNCF situé rue Pierre-Sémard à Nîmes, qui a donc énormément de matériel. Il y a un objet d'ailleurs tout à l'heure qu'ils ont en nombre dans le musée dont je vous parlerai. Bref, ils ont beaucoup de matériel, des locaux, des wagons, du matériel technique, ils ont beaucoup d'archives aussi. Voilà. Et du coup, je travaille avec eux, notamment pour un projet de valorisation plus large de leur musée en association avec la région Occitanie, sur ces questions de patrimoine ferroviaire, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qu'on valorise, comment est-ce qu'on le valorise, et surtout qu'est-ce qu'on valorise du point de vue savoir-faire, au-delà des objets. C'est-à-dire avoir une loco, c'est super bien, avoir je sais pas, des outils, ou avoir au musée du chemin de fer, par exemple, il y a une salle entière sur le matériel de pompiers ferroviaires. Alors en soi, c'est passionnant, enfin, quand on aime le monde des trains, mais quand il y a les explications sur à quoi sert tel ou tel objet, ou alors de quand ça date, etc., eh ben, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc, moi, une de mes ambitions, là, en tant que chercheur récemment arrivé, bah, c'est d'essayer d'apporter un peu une expertise sur voilà, comment faciliter la lecture de ce patrimoine et sa conservation, tant qu'à faire. Et le deuxième volet, c'est l'exploitation des archives.
Où ça, c'est plus un peu ma recherche à moi perso, mais qui peut être utile aussi dans la société et qui est utile aussi dans la dynamique collective du laboratoire donc, auquel j'appartiens, qui est le laboratoire Chrome de l'université. Voilà, il y a le logo derrière, risque chronique émergent. Une de mes ambitions de recherche, c'est d'étudier les questions de risque ferroviaire. Voilà. Soit ça va dépendre un petit peu de ce que je trouve comme archive, j'ai pas encore tout fouillé. Soit je peux m'intéresser au risque des transports de matières dangereuses, par exemple les transports de produits chimiques, pourquoi pas les transports de matières nucléaires autour du site de Marcoule, par exemple. Voilà. On a des terrains dans le Gard super pour ça. Entre Marcoule, les usines Péchinet, enfin ex-Péchinet à Salindre, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est une direction potentielle. Et une deuxième direction, ça serait de m'intéresser au risque du personnel ferroviaire. Les cheminots dans les trains, concrètement, à quel risque ils sont soumis et que font les compagnies pour essayer de les prendre en compte, ou alors est-ce qu'elles ne les prennent pas en compte? Ça peut être un résultat de recherche aussi. Voilà. Et ça, globalement, ça peut servir, y compris au présent, à mieux comprendre ces risques et à mieux comprendre la manière dont ils sont gérés. Voilà. Donc, c'est une petite pierre, un édifice géant de connaissances à construire. Ça, je pense que c'est quand même un point commun à tous les chercheurs, dans toutes les disciplines. Il y a quand même cette conscience que finalement, il y a des thématiques de recherche qui sont très vastes. Voilà. Et que chacun essaie de contribuer en mettant sa petite pierre dans sa discipline pour aider à l'évolution des connaissances de manière très générale. Et donc, c'est vrai que ça rejoint toutes ces thématiques de sciences couvertes aujourd'hui qu'on a, avec un partage le plus large possible des connaissances qu'on peut accumuler sur des thématiques, que ce soit d'ailleurs des recherches qui permettent de trouver des choses intéressantes ou de ne pas en trouver, parce qu'il y a aussi cet apport-là qui aujourd'hui est très présent dans la recherche, de dire si on peut avoir connaissance de toutes les fausses pistes qui ont été étudiées justement pour ne pas perdre le temps de refaire les mêmes erreurs que tout le monde, clairement. C'est important, et c'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'un mauvais résultat, c'est quand même un résultat, ou un non-résultat, c'est quand même un résultat qui est important, parce que ça permet de faire gagner aussi beaucoup de temps aux autres chercheurs et de faire finalement avancer la science de manière générale. Quand je dis science, je ne parle pas uniquement des sciences exactes. De toute façon, la science, elle avance aussi avec des obstacles, des reculs, mais dans tous les cas, on apprend quelque chose. Oui, effectivement, parmi les directions de recherche que j'ai citées là, si ça se trouve, il y en a que je ne vais pas pouvoir faire parce que je n'aurai pas les archives, ou il y en a qui vont mener à rien. Ça fait rien. Au moins, on le saura, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est de la nécessité aussi. Enfin, c'est un passage obligé. Je pense que tous les chercheurs, même les grands chercheurs de renom aujourd'hui, se sont trouvés dans des impasses, et ça fait partie de la construction du savoir aussi. Tout à fait. Donc c'est là qu'on comprend, mais du coup ça fait aussi partie de notre compréhension. Merci de la question de à quoi sert la recherche. C'est à quoi sert l'activité d'un chercheur. Un chercheur en soi, il avance à son petit niveau avec l'accumulation des connaissances auxquelles il a pu accéder. Et ensuite, on construit petit bout par petit bout. Merci beaucoup. Ouais, puis c'est souvent un truc qu'il faut expliquer pour l'histoire aussi. Parce que pour beaucoup, nous les historiens, on s'occupe de gens morts qui ont fait des trucs il y a des décennies ou il y a des siècles. Et l'utilité pour le grand public de se dire, bon d'accord, on a compris ça, mais à quoi ça sert pour le présent ? C'est des fois un challenge de l'expliquer. Oui. Et bon, moi j'ai la chance là, avec mon objet de recherche et avec l'histoire contemporaine du 19e, 20e siècle, c'est que c'est des histoires extrêmement connectées au présent. Le patrimoine ferroviaire, aujourd'hui, il est partout. Les risques, ils sont partout aussi. Oui. Donc j'ai pas beaucoup de mal finalement à faire du lien moi, entre je trouve, à titre personnel, qu'en ce moment, l'utilité de la recherche en histoire, on la ressent très fortement. Oh. On est dans une période de campagne présidentielle où beaucoup de faits historiques sont énoncés, avec plus ou moins de précision / invention de la part des gens qui les énoncent. Et c'est là, en fait, que le travail de la précision scientifique sur ces thématiques-là, ça paraît primordial. Et je trouve qu'aujourd'hui, on le ressent quand même. Ouais. On est dans une période où la nécessité de la recherche sur ces thématiques-là, elle est présente. Et je trouve que c'est peut-être moins difficile aujourd'hui d'arriver à expliquer l'utilité de ce que fait un chercheur en histoire par rapport à peut-être d'autres moments où il y a moins d'actualité sur
sur ces thématiques. Mais c'est vrai que les manipulations historiques, aujourd'hui, si on n'a pas des gens qui sont capables de dire, mais moi, mon travail, c'est de justement d'établir des faits en toute objectivité, sachant que bon, c'est pas parce qu'on est objectif dans la démarche qu'on arrive à des vérités historiques, hein, bien sûr, mais en tout cas avec une démarche objective, je trouve qu'aujourd'hui on le ressent bien, et donc ça montre toute l'utilité de cette activité. Effectivement, il y a une place dans le débat public, mine de rien, à prendre. Très bien. Alors, on va passer à la suite. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois que ça participe un peu dans le chat. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions, mais on va avancer. La rubrique suivante, c'est donc une rubrique objet ou anecdote, puisque quand on reçoit un chercheur de l'université de Nîmes, on se dit, quoi de plus parlant pour expliquer une activité que raconter une petite anecdote ou ramener un objet en lien avec les recherches qui pourrait montrer un petit peu ce à quoi on est confronté quand on est chercheur. Alors Louis nous a ramené un objet. Ouais, et concrètement j'ai les deux. Ah, il y a un objet et une anecdote. Ah Extraordinaire. bah attends. Extraordinaire. Le syndrome du bon élève, complètement inattendu. Là, je suis complètement perdu dans mes notes. Ah ben je vois ça. Je sais pas ce qui va se passer. Donc on commence par l'objet ou l'anecdote? Je te laisse choisir du coup. Ah bah l'anecdote est liée à l'objet, donc on va commencer par l'objet. L'objet. Donc on fait une petite devinette, c'est ça? Ouais, tu qu'est-ce nous que présentes c'est l'objet. Alors est-ce qu'on voit bien est-ce la qu'on caméra voit cet bien objet? On voit Nickel. très bien Bon, l'objet. voilà, je vais même le détailler un peu en relief. Magnifique. C'est très beau. Alors si je peux te décrire un petit peu, donc on voit une collerette, on voit un côté un peu cylindrique, avec, on devine un pas de vis quand même, hein, un petit peu sur le bas. Ouais. N'hésitez pas dans le chat hein, si vous avez des idées. Il faudrait le baisser un peu, s'il te plaît, Louis, je crois. Je le baisse, voilà, comme ça. Allez, vendu. Et bon, le joker. Le joker, on le met là. Ouais. Il reste à ta disposition. Oh là, il servira peut-être plus tard. Oui, peut-être. Bon ouais, alors en plus il y a des petits bouts qui partent là, parce que... Très oxydé. Hein. Ouais, Très tout oxydé. à fait. Complètement rouillé, ouais. Donc moi je vais faire des suppositions. Moi j'imagine un clou ou une vis, mais je vois quand même. J'imagine que la tête carrée peut permettre de visser avec une clé. Ouais, c'est une vis. Voilà, on voit le pas de vis qui n'est Tout à pas fait. juste un effet de la corrosion et qui serait vraiment Ouais. une coïncidence. C'est une vis avec un nom assez particulier. Quand Et même. le pas de vis, il est que sur le bas. Hein. Ouais. D'accord, donc toute Il cette est pas là, partie-là, il n'y a, effectivement. pas Non. de pas de vis. Donc Non. on imagine que c'est quelque chose qui s'enfonce et qui va se visser juste sur la partie, sur Tout le à fond fait. en fait. Tout à fait. Alors moi j'avais pensé à un clou de chemin de fer en le voyant. J'imagine quelque chose qui vit un peu à l'extérieur vu l'état de corrosion. Ah, clairement, oui. Il a bien vécu celui-là, ouais. Donc après mes capacités d'enquêteur, je pense, vont arriver à leur maximum. Donc quelque chose qui se visse. Bon, mais effectivement, c'est un type de vis. Ça s'appelle un tire-fond. Un tire-fond, oui. Voilà, un tire-fond, et c'était en fait ce qui servait à faire tenir le rail de chemin de fer sur les traverses en bois. Les traverses, c'est donc les rectangles. Alors au départ en bois, aujourd'hui la plupart sont en béton perpendiculaires qui servent en fait à stabiliser et à bien faire tenir les rails. Et donc ça servait à bien fixer le rail à la traverse. Voilà. Donc c'était vissé directement dans le bois. C'était vissé directement dans le bois, tout à fait. Et aujourd'hui, quand on cherche tire-fond sur Google, hein, j'ai un peu cherché quand même pour ça existe toujours pour le truc. Ça existe, en outils, et puis ça existe pour le bricolage Oui, standard, quoi. C'est, tu vois, les Voilà. vis longues comme ça, là, qui se vissent directement dans le bois, Ouais. sont des tire-fonds, effectivement. Ouais. Ah ouais. Sauf que là, effectivement, c'est Un sacré tire-fond. c'est du matériel ferroviaire. C'est fait, alors vous pouvez pas trop le voir à l'image, mais par rapport à la taille, c'est super lourd. Parce que c'est de l'acier vraiment fait pour être solide et fait pour tenir très très longtemps. Voilà. Celui-là, en l'occurrence, il a quand même un petit peu vécu. Je l'ai trouvé dans les anciens ateliers d'Oulin, à côté de Lyon. Voilà, par terre, à côté des voies, enfin, ce D'accord. genre de truc. Et donc, on note quand même que c'est... Alors, mon âme de bricoleur va parler. On n'a pas une tête hexagonale qu'on retrouve habituellement sur des tire-fonds, mais une Effectivement. tête carrée. Ouais. Donc, il devait y avoir des clés particulières. On a une tête pour, carrée, il y avait des clés particulières. visser. Il y en a d'ailleurs au musée du chemin de fer de Nîmes qui sont exposées. C'était voilà, des clés particulières pour le visser. Tout à fait. Et donc ça se vissait dans le bois. Et alors pas directement sur le rail, il y avait une petite pièce entre pour faire le niveau, pour peut-être. faire la petite marge en fait, parce que si le tire-fond, le rail, la traverse bouge un peu, voilà, c'est pour permettre qu'il y ait un petit peu de jeu sans pour autant compromettre la sécurité du rail.
Selon les compagnies, il y avait différents systèmes d'attache, de plaquettes, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques. Mais voilà, c'était donc pas directement en contact avec le rail, mais directement dans la traverse. D'accord. La traverse qui était en chaîne, je crois. La traverse qui était au départ, habituellement, effectivement, dans des bois bien robustes. Alors là aussi, il y a des études sur les traverses qui ont été faites et qui sont publiées notamment sur le blog Train et écologie. Voilà, il y a des historiens qui s'intéressent à la traverse de chemin de fer, c'est fantastique. Et les bois dépendaient un petit peu aussi des essences locales. Oui. C'est-à-dire qu'on visait un peu rentabilité, exploitation du milieu local. Oui, parce qu'il en faut quelques-unes pour Ouais. un chemin de fer. De la même manière, les tire-fonds, comme ça, n'étaient pas forcément les mêmes d'une compagnie ferroviaire à l'autre. Voilà. D'accord. Ça, comme je l'ai trouvé dans les ateliers d'Oulin, je suppose que c'était la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, ou SNCF, donc après 1938, mais celui-là, il a l'air quand même bien vieux. Et les autres compagnies, certaines, apposaient des marques dessus. D'accord. Ah oui. D'où l'anecdote que je te promettais tout à l'heure. Voilà. Celui-ci vient d'où? On a dans le chat, donc à côté de Lyon. Celui-là, voilà. Les ateliers d'Oulin, c'est à quelques kilomètres au sud de Lyon. C'était un des plus grands ateliers ferroviaires de France et actuellement en démantèlement. Voilà. Et ouais, donc les compagnies mettaient des marques dessus. Alors, c'était pas que pour retrouver leurs pièces. J'ai trouvé parmi les anecdotes, donc, notamment la compagnie ferroviaire du Nord, voilà, qui s'occupait des réseaux autour de Lille, Valenciennes, Lens, etc., qui avait fait des marques exprès pour pouvoir vérifier que le tire-fond était bien vissé par les ouvriers et pas rentré à la masse. Parce que certains ouvriers, probablement pour gagner du temps, rentrer le tire-fond à la masse, ça allait plus vite que faire des tours et des tours de vis. Mais du coup, ça menaçait la solidité du tire-fond. Et donc, pour éviter ça, la compagnie a fait une marque, une espèce de marque en relief, qui faisait que quand on le vissait... Si on tape dessus, elle disparaissait. Si on le visse, la marque en relief reste en relief. Et si on le tape à la masse, la marque en relief Donc la marque était vraiment sur la tête. Ouais, a priori, oui. Très bien. Donc voilà, c'est des petites, petites astuces comme ça, et c'est le genre de petite anecdote. Ça paraît anecdotique, mais typiquement, moi qui commence à réfléchir à travailler sur les risques par rapport aux cheminots, la manière dont les compagnies voient des cheminots, ça nous dit quelque chose. Voilà. Effectivement, et puis bon, ça c'est le genre d'information, une centaine d'années après... si on retrouve des tire-fonds neufs, en état, pas utilisés, on voit les marques. Ouais. Mais savoir expliquer pourquoi il y avait une marque en relief dessus, c'est pas forcément évident, et pourtant ça en dit long sur la manière de travailler. Et c'est le genre d'infos aussi, la plupart du temps, qui sont pas forcément écrites, donc on retrouve pas, et que donc c'est souvent transmis oralement par les anciens cheminots, ceux qui avaient l'habitude de travailler ces objets-là, et ça c'est précieux. Dans mes recherches aussi, je parlais des archives pour faire rat de bibliothèque. Mais concrètement, je pense que dans les années à venir, je vais me balader avec un dictaphone et une caméra pour aller interroger des anciens cheminots pour qu'ils me racontent comment ils utilisaient tel ou tel objet, comment ils travaillaient, comment ils voyaient les choses pendant leur période de travail. Et voilà, ça va être super intéressant. Enfin, j'espère. C'est vraiment le côté tranche d'histoire où on a encore peut-être la possibilité d'arriver à récolter quelques témoignages. C'est ça, c'est surtout que ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont disparaître. Et pour certains, c'est maintenant le moment, quoi. Oui. Là, je parlais du musée du chemin de fer tout à l'heure. Je suis aussi en contact avec une association basée à Nîmes qui s'appelle le Club de la Grande Vitesse Ferroviaire, qui regroupe des gens divers et variés qui ont participé à l'aventure du TGV. Des conducteurs, des ingénieurs, des anciens dirigeants de la SNCF de l'époque. Mine de rien, le TGV, ça a commencé il y a 40 ans. Les gens qui sont dans ce club, il y en a certains qui approchent les 70, 80, voire davantage. Et c'est maintenant qu'il faut les interroger. Parce que dans 20 ans, il y en a certains, effectivement, qui ne pourront plus raconter leur histoire. Oui. Voilà. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde, en fait, de recueillir cette mémoire-là et de l'utiliser de manière scientifique. C'est là aussi un intérêt de l'histoire moderne, où c'est vrai qu'on se dit, pour certains historiens qui sont habitués à des époques beaucoup plus anciennes, qui doivent pas forcément peut-être se retrouver dans les démarches de l'histoire moderne, mais en fait c'est ce qui permet aussi d'arrêter des contemporaine, pas moderne, pitié. Contemporaine, pardon. On se corrigera peut-être dans le chat. Non, pas encore, mais ils sont beaucoup plus indulgents. Donc histoire contemporaine. Pardon, je suis pas historien, du coup, excusez-moi. Pas de souci, ça arrive à tout le monde.
Donc voilà, mais en fait, le côté arrêter des faits historiques tant qu'il est encore temps et de les préciser un maximum, c'est, même pour le travail des historiens dans l'avenir, c'est quand même un rôle qui est primordial. Parce que, voilà, passer une certaine époque, passer un certain délai, il y a des questions qu'on ne peut plus poser, quoi, effectivement. C'est Donc, ça. Et puis les faits sont trop loin, les gens s'en rappellent moins, tout ça, on a moins de précision, quoi. C'est dommage. Donc voilà, au boulot. Très bien. Voilà. Je recruterai d'ailleurs volontiers des étudiants pour faire ce travail-là dans les années à venir. Message adressé à Tom à la régie, effectivement. Voilà, notamment les étudiants de notre master Histoire vivante qu'on vient d'ouvrir cette année. Bah, effectivement, c'est typiquement une démarche d'histoire vivante que j'aimerais bien initier. Eh bien, je pense qu'à bon entendeur, l'annonce est faite. Ok, très bien. On va passer à la rubrique suivante. Et là, je t'invite à te saisir du joker. Je prends le dé. Puisqu'il va être utile. Et le dé, alors c'est la rubrique. Ouais, le joker, c'est après. Questions gênantes. Donc, ce sont des petites questions légèrement embarrassantes. Bien sûr, le joker est utilisable. Et donc, la casquette Unime, on vous la montrera après, qui contient un certain nombre de questions auxquelles il ne sera pas forcément si évident que ça de répondre. Et donc, pour déterminer le nombre de questions que Louis devra tirer dans la casquette, il va devoir lancer un dé à 6 faces, qui déterminera le nombre de questions. Raté. On va recommencer. 2. Oh, bah ça va. C'est très indulgent. Ouais. C'est très indulgent. Après, t'as droit au jamais 203, non? On verra. On verra le timing. Raconter un fail, un échec inattendu. Wow. Après, voilà, alors il n'y a pas forcément si t'as pas de réponse parce que rien ne te vient à l'idée, tu peux changer de question, bien sûr. On s'est dit que ça pouvait être rigolo, justement, de raconter qu'en recherche aussi, on peut se retrouver des fois face à des échecs auxquels on s'attend. Mais complet. Pas. Tu vois, le premier truc qui me vient, c'est un fail qui m'a fait perdre 4 mois à plein temps pendant ma thèse. Donc bon, 4 mois sur 4 ans de thèse, c'est pas rien non plus. C'est qu'en fait, pour étudier mon aménagement des rues, là, je m'étais posé plein de questions sur ce qui pouvait expliquer la manière dont on aménageait les rues. Et je m'étais dit, tiens, peut-être que les accidents de la circulation, ça peut avoir une influence parce que les techniciens vont les prendre en compte, je sais pas, refaire un carrefour quand il y a eu trop d'accidents ou des morts, etc. Et du coup, j'avais entrepris de faire une base de données des accidents de la circulation sur mes rues de Lyon que j'étudiais sur une centaine d'années. Et pour ça, j'avais pris la presse locale, parce qu'il n'y avait pas d'archives de la police dessus. Et donc, j'avais passé 4 mois à dépouiller les archives du journal local Le Progrès, donc l'équivalent du Midi Libre pour ici, et à en faire une super base de données sur Excel. Et puis finalement, à la fin, je me suis aperçu que ça servait à rien. Donc, je ne l'ai pas du tout utilisé dans ma thèse. Voilà. Donc, j'ai dans mon ordinateur un fichier Excel qui traîne avec 1600 entrées d'accidents de la circulation. Mais puis, j'en ai rien fait. Voilà. En fait, du coup, c'était pas... Fail, mais bon, c'était rigolo. Parce qu'en fait, il ne se servait pas forcément de ces données-là pour... Eh ben non. Et ça a été le résultat de recherche d'après. C'est-à-dire que c'est un fail, mais pas tout à fait. C'est que je pouvais établir de manière certaine que les techniciens des services de voirie, jusqu'aux années 60-70, en avaient strictement rien à faire des accidents de la circulation dans leur pratique quotidienne. Donc finalement... demi-fail. C'est une super info. C'est une super info, mais elle m'a coûté cher en temps, la super info. Oui, mais enfin, alors que... J'ai perdu 2 dixièmes à chaque œil aussi sur la consultation des machins. Parce que, voilà, c'est pas pour rien que tous les historiens ont des lunettes. On se dit quand même que, voilà, pourtant ça paraît très logique que, effectivement, la démarche de dire s'il y a des accidents, on va essayer de les limiter. En fait, c'est tout le piège, c'est que ça nous paraît logique avec nos yeux à nous de 2022. Oui. Et par contre, les yeux des gens entre les années 1880 et 1960, pas du tout. Oui. Pour eux, les accidents de la circulation, ça arrive. Okay. Et puis, c'est la faute du cheval, de l'automobiliste, du piéton qui traverse sans regarder, etc. Voilà. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus changé de conception et on se dit, tiens, c'est peut-être la faute de l'aménagement. Je me demande quand même si ça ne vaudrait pas le coup de refaire là maintenant une nouvelle étude de reprendre tout l'accidentologie là sur les. Mais l'accidentologie, laboratoire Chrome, il n'y a pas de problème, vous en faites comme vous voulez, les gars. Juste histoire de voir si c'est de nouveau 4 mois de perdu ou pas. Juste pour être certain. Alors, moi je veux bien, mais je me relance pas là-dedans. Si quelqu'un veut le faire, pas de souci.
Très bien, mais merci pour cette grande honnêteté. Allez, j'en ai une Deuxième deuxième question. gênante. Si je devais revenir sur un moment de ma carrière pour le modifier, lequel ce serait? Pas celui-là, du coup. Ah bah non, parce que non, là, moi, je suis très très content. Pff, ben, en fait, non. Non, j'ai pas de regrets. Et en fait, la manière dont j'ai mené la carrière jusque-là, enfin, du moins le début de carrière, ça a été fondé là-dessus. Et c'est souvent le message que je donne aux étudiants qui me disent « Ah, mais je suis bien motivé par la recherche, mais je sais pas trop et tout, peut-être que je pourrais en faire plus tard, tout ça. » Bon, je leur dis réfléchissez bien, mais faites en fonction, enfin, faites sans avoir de regrets, quoi. Ouais. Et typiquement, la thèse, quand je me suis lancé dedans, objectivement, c'était complètement stupide, parce que j'étais prof de collège-lycée, remplaçant, agrégé, je gagnais globalement super bien ma vie, et je me suis dit, tiens, si j'allais diviser mon salaire par 2 pour faire une thèse pendant 4-5 ans avec un mec à Paris que je connais pas, sachant que j'habitais Lyon. Super plan. Et puis en fait, voilà, c'est ça qui m'a amené ici, de fil en aiguille, et c'est génial. Donc voilà. Donc pas de regret, pas de regret. Pas de regret, et en la matière, dans l'enseignement, dans la recherche, dans les études, dans les concours, etc. Voilà. Faites les choses pour en avoir le moins possible. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Si tu avais envie de faire jamais 203, je te laisse la possibilité. Mais, écoute, si on a mais des sans minutes. aucune. Oui, on a le temps. Pas si gênante que ça, ces questions. Non, elles sont rigolotes. Qu'est-ce que tes collègues te reprochent le plus? Ah, putain. voilà. Ça, c'est. À vrai dire, en fait, mes collègues, ils sont tellement gentils que j'ai pas l'impression qu'ils me reprochent grand-chose. Qu'est-ce qu'ils pourraient me reprocher? Qu'est-ce qui devrait te reprocher? Je sais pas, moi je suggère simplement. Qu'est-ce qu'ils devraient me reprocher? Ouais, non, je sais pas. De temps en temps, je râle un peu, mais c'est pas contre eux parce qu'ils sont sympas, quoi. Mais ouais, non, ils sont trop sympas. Merci les collègues. Bon, bah super. C'est même pas gênant, quoi. Non, elles ont, voilà, c'est des thématiques un peu rigolotes après. Ouais, non, mais c'est très bien. J'aime bien ces questions. Bon, très bien. Bon, mais c'est fini, il faudra revenir pour une autre salve de questions. Avec grand plaisir, puis surtout, je reviendrai quand j'aurai un peu des résultats de recherche. Mais avec grand plaisir. C'est encore plus rigolo à montrer que, de toute façon, nous, que les orientations. C'est un rendez-vous hebdomadaire, donc on aura forcément des créneaux à te consacrer sans aucun problème pour venir faire des points ou pour aborder une notion particulière. On n'est pas obligé de refaire à chaque fois les présentations. On peut te garder des questions gênantes si tu as envie systématiquement, parce que c'est toujours drôle. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau vendredi de la recherche avec Karine Weiss, qui est professeure en psychologie sociale, qu'on retrouvera donc dans les mêmes conditions dans une semaine. Au programme, vous avez aussi Fabula Juris, l'émission de vulgarisation juridique que vous retrouvez lundi prochain, le 31, si je ne me trompe pas, à 12h30 également. Merci à Tom pour la régie. Merci encore Louis pour ta participation. Merci à toi Yannick, c'était très sympa. Merci. Et puis on se retrouve tous très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.